Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedem et aujourd'hui on va parler d'une maladie dont peut-être vous n'avez jamais entendu parler, mais franchement, il y a de quoi quand même parce que c'est pas une maladie rare. Alors c'est pas une maladie rare du tout. Si on prend un petit peu les définitions qu'on peut retrouver de maladie rare, par exemple, il y a une définition qui va vous dire qu'on définit une maladie comme rare si par exemple on a moins de 5 personnes sur 10 000 qui ont cette maladie. Là, celle dont je vais parler aujourd'hui, on est à peu près 1 pour 1000. Vous vous rendez compte? 1 pour 1000. Vous avez déjà été à des événements, par exemple, je ne sais pas, vous allez à un concert dans un zénith. Dans un zénith, quand même, vous êtes à 5000 personnes à peu près. Bon, ça fait quand même à peu près 5 personnes potentiellement dans la salle qui ont la maladie le jour, au moment de votre soirée, au moment de votre concert. Vous voyez, vous prenez une ville, voilà, une commune de taille moyenne, comme Tourcoing par exemple, qui est ma ville natale, de 100 000 habitants. Bah, pour 100 000 habitants, ça fait quand même une centaine de personnes qui ont la maladie au sein même de la ville. Donc, vous voyez, c'est pas rien du tout. C'est pas rien du tout en termes de prévalence. Ce n'est pas rare. Et pourtant, comme beaucoup de maladies qui sont pas rares, eh bien, des fois, on n'en a jamais entendu parler. Attention, je redresse peut-être un petit peu le téléphone. Voilà, pardon. Eh bien, du coup, aujourd'hui, on va en profiter pour faire le point. Je m'excuse déjà d'avance parce que j'ai le nez très bouché. Deuxième fois que j'attrape la crève cet hiver. Bon, c'est quand même un peu barbant. Et pour ceux du coup qui se posaient la question, est-ce que les médecins tombent malades? La preuve que oui. Penser que le médecin tombe jamais enrhumé, etc., c'est un mythe. Donc moi, c'est la deuxième fois cet hiver. Enfin bref, on revient au sujet de la vidéo. Donc la rectocolite hémorragique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Donc on va découper un petit peu pour essayer de comprendre. Donc on va avoir une inflammation qui va se créer au niveau justement de la fin plutôt de l'intestin. C'est-à-dire que ce n'est pas tout l'intestin. C'est surtout, et c'est tout le temps, le rectum, donc finalement vraiment le terminus, et plus ou moins une partie qui remonte, le côlon. Pas tout le temps, mais en général, ça suit comme ça. Cette inflammation, à quoi elle est due? Eh bien, elle est due à un emballement du système immunitaire, votre système de défense, d'accord, qui va créer cette tempête. Hein, c'est comme si on déclarait en gros l'état d'urgence, alors qu'il n'y a pas d'urgence. Donc d'un seul coup, vous avez un emballement au niveau de votre système immunitaire, de la muqueuse, de l'intestin, etc. Ça crée le feu, alors qu'à la base, bon, tranquille, hein, il n'y avait pas grand-chose. Et du coup, la cause de cet emballement, justement, il est peu connu. Alors, il y a plusieurs hypothèses qui sont mises en évidence, peut-être des facteurs génétiques, des facteurs hormonaux, des facteurs environnementaux. Enfin bref, ça reste une énigme. On ne sait pas trop pourquoi il y a cet emballement. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il y a un emballement et cet emballement, ça va être une sacrée année parce qu'après, à cause de ça, on va avoir pas mal de symptômes qui vont être très, très invalidants. Et du coup, on va revenir sur ces symptômes. Alors, le grand symptôme de la rectocolite hémorragique, ça reste quoi? Ça reste la diarrhée. La diarrhée, donc voilà, une diarrhée qui persiste dans le temps, chronique, mais cette diarrhée, elle va avoir des caractéristiques aussi. C'est-à-dire que parfois, vous l'avez entendu dans le nom de la maladie, eh bien, on va avoir du sang, d'accord? On va avoir des diarrhées avec du sang. Et parfois aussi, on va avoir des glaires. Et d'ailleurs, même des fois, vous allez avoir envie d'aller aux toilettes, mais vous allez avoir des faux besoins. C'est-à-dire, vous allez aller aux toilettes, en fait, il y a juste des glaires qui vont sortir ou rien du tout, peut-être un petit peu de sang, mais pas forcément des selles. Et vous allez avoir aussi ces sensations qu'on appelle des ténesmes, avec ces sensations de douleur, en fait, au bas du ventre. Là, vous êtes plié, quoi. C'est un petit peu un enfer d'aller aux toilettes. Et des fois, bon, il y a quelque chose qui sort, vous avez de la diarrhée, et des fois, il n'y a rien qui sort, ou il y a un petit peu de sang, ou il y a des glaires. Donc vraiment, c'est une galère, c'est une grosse galère, une très grosse galère. Donc vous avez ces symptômes digestifs. À côté de ça, bien évidemment, comme je vous ai dit, il y a les douleurs. Mais après, au-delà de ces symptômes digestifs, on peut aussi avoir des symptômes qui sont extra-digestifs, comme dans beaucoup de maladies un petit peu immunitaires, etc., parfois énigmatiques, mystérieuses. Des fois, on a des manifestations aussi en dehors de l'organe cible. Donc on peut avoir par exemple des arthrites, hein, comme dans beaucoup de maladies immunitaires, comme le lupus, etc. On peut avoir des douleurs articulaires avec des gonflements articulaires. On peut avoir des problèmes de peau.
Quelque chose d'assez peut-être classique, je ne sais pas si c'est classique, mais quelque chose qui revient, c'est ce qu'on appelle l'érythème noueux. Donc voilà, genre d'éruption cutanée avec des granulums sous la peau, etc. Enfin bref, je ne suis pas trop un spécialiste du sujet, mais en tout cas, c'est quand même quelque chose qui peut revenir dans les maladies inflammatoires comme ça chroniques de l'intestin, comme la rectocolite hémorragique, et puis les yeux. Ouais, les yeux, on peut avoir aussi des uvéites. Uvéites, c'est quelque chose qui revient aussi souvent dans les maladies immunitaires. C'est une inflammation très douloureuse au niveau de l'œil, voilà, qui est une urgence d'ailleurs. Enfin bref, vous aurez compris, la rectocolite hémorragique, c'est pas un cadeau, hein, d'accord? C'est une maladie en plus chronique, donc qui va évoluer dans le temps, soit par poussée intermittente avec des périodes de rémission, soit vraiment avec un fond de galère, on va dire entre guillemets, mais avec des exacerbations de temps en temps. Donc c'est pas simple, avec les douleurs, les diarrhées, le sang, parfois les glaires, parfois les faux besoins, les douleurs abdominales et plus ou moins les manifestations extra-digestives. Bon, à côté de ça, j'ai oublié de dire quand même, on va voir aussi une altération quand même de l'état général, c'est-à-dire que vous n'êtes pas au top de votre forme, vous pouvez être très fatigué, maigrir, vous pouvez avoir parfois des épisodes de fièvre, enfin bref, c'est pas une petite maladie. Ça touche qui? Ça peut toucher tout le monde, d'accord? Ça peut toucher tout le monde, mais ça reste quand même une maladie aussi avec un pic de déclaration, je ne sais pas comment le dire, c'est-à-dire le moment où elle apparaît, assez jeune. On n'est pas sur une maladie en général qui se déclare à 60-70 ans. On est là vraiment sur une maladie qui va toucher les 15-35, d'accord? C'est à ce moment-là en général que pouf, ça explose. Mais ça peut toucher tout le monde. Ça peut toucher tout le monde, hein, comme toutes les maladies, hein. Il y a toujours du toujours ou du jamais. Enfin, il n'y a jamais du toujours ou jamais du jamais en médecine, hein. Tout est possible en général, mais il y a des grandes règles. Il y a des grandes règles. Donc voilà, ça peut toucher tout le monde. Est-ce qu'il y a des choses quand même qui peuvent provoquer, on va dire, exacerber ou protéger plus ou moins? Est-ce que l'alimentation, par exemple, ça peut jouer? Jusqu'à maintenant, il n'y a pas, non, il n'y a pas d'alimentation prouvée qui pourrait justement favoriser la maladie. Et au contraire, comme c'est une maladie qui va inflammer l'intestin, on peut avoir des malabsorptions. Donc après, on peut avoir des carences en fer, en vitamine D, etc. Donc, il ne faut pas partir ensuite sur des régimes. Parce qu'au contraire, vous pourrez favoriser des carences qui sont déjà présentes à cause de la maladie. Voilà. Le stress, est-ce que ça peut jouer? Bon, c'est pas démontré que ça va créer la maladie, mais ça peut potentiellement aussi, comment dire, aggraver certaines poussées. Et ça, de toute façon, le stress, dans toutes les maladies, ça va être aussi un facteur qui peut parfois rendre les choses un petit peu plus embêtantes aussi. Bon, ça, j'y reviens régulièrement, le stress est vraiment un gros problème. Je réfléchis un petit peu. Après, il y a quelque chose d'assez pas marrant, c'est pas marrant, mais assez intéressant. Le tabac. Petite question sur le tabac. Est-ce que le tabac va être un facteur de risque pour cette maladie? Eh bien, ce qui est assez étonnant, c'est que ça a potentiellement un rôle protecteur. Donc, est-ce qu'il faut fumer quand on a la rectocolite hémorragique? Non, non, parce que vous n'allez pas justement, entre guillemets, essayer d'avoir une petite protection en fumant, et à côté de ça, développer tous les problèmes cardiovasculaires liés au tabac, plus ou moins les cancers, etc. Sachant qu'en plus, une des complications potentielles de la maladie, de la rectocolite hémorragique, au long terme, c'est le cancer colorectal, d'où la nécessité d'avoir une surveillance et surtout d'être bien soigné. Mais c'est marrant cette histoire de tabac. Pourquoi? Franchement, je ne saurais pas vous dire. Je ne saurais pas vous dire. Mais c'est comme ça, c'est un truc en tout cas en médecine qui est assez connu. Donc voilà, pas de régime particulier à avoir. Bon, le stress, ça peut jouer. Je réfléchis un petit peu. Non, c'est tout, hein. C'est tout. Donc ensuite, de quoi on va parler? Le diagnostic. Le diagnostic, bon déjà, vous avez tous les faisceaux d'arguments que j'ai dit, tous les signes cliniques que j'ai dit. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut aller regarder, tout simplement. Donc, il faut faire une coloscopie, on met un tuyau, on regarde, et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit une muqueuse du côlon qui est très inflammée. Hein, c'est le feu, c'est très inflammé. Il n'y a même pas d'intervalle de muqueuse saine, c'est vraiment en continu comme ça. Et puis, on peut avoir parfois des saignements quand on touche. On peut avoir parfois à certains endroits des ulcérations. Donc déjà, visuellement, c'est très évocateur.
Et après, en général, le gastro-entérologue fait une biopsie, ça part au labo, on regarde au microscope, on va dire qu'on a des éléments qu'on dit histologiques, c'est-à-dire qu'on voit au microscope qui disent « Ah oui, bah là, pas trop de doute, hein. Franchement, c'est plutôt en faveur d'une rectocolite hémorragique. » Donc, le problème de cette maladie, les complications, qu'est-ce que ça va être? Bon, déjà, au-delà des complications, ça va être la vie de tous les jours. Vous imaginez bien comment vivre facilement quand on est soumis à une maladie qui vous tiraille le ventre de douleur, qui vous oblige à aller je sais pas combien de fois aux toilettes dans la journée, qui vous fait saigner. Enfin, c'est vraiment insupportable. C'est vraiment insupportable comme maladie. Du coup, déjà, il y a le confort de vie, l'handicap que ça provoque, hein, rien que ça. Et après, sinon, au-delà de ça, les complications que ça peut engendrer, si on a des formes très graves, très évoluées, eh bien, ça va avoir aussi les perforations. On peut avoir des perforations au niveau intestinal, et donc très grave. Et au-delà de ça, à une échéance un peu plus lointaine, on peut aussi avoir le risque de cancer. D'où l'intérêt, un, de faire le diagnostic, et deux, de bien soigner la maladie. Donc, comment on va soigner la maladie? Je vous ai dit, c'est une maladie inflammatoire. Bon, bah, on va essayer de faire en sorte de diminuer justement cette inflammation. Attention, le piège là-dedans, c'est qu'il ne faut pas utiliser des anti-inflammatoires classiques, type ibuprofène, kétoprofène, etc. Ce qu'on appelle des AINS, anti-inflammatoires non stéroïdiens. Peut-être que je ferai une vidéo à part dessus. C'est la grande famille des anti-inflammatoires les plus connus, on va dire. Ça, il ne faut pas les utiliser. Ils peuvent potentiellement provoquer des poussées et aggraver certaines. Si vous me demandez le mécanisme, je ne saurais pas trop vous expliquer pourquoi. Par contre, du coup, on va utiliser des anti-inflammatoires d'une autre famille. Avec le nom, il y a un médicament qui est assez connu, le nom de la molécule c'est mésalazine, si je ne dis pas de bêtises, qui va permettre justement de calmer un petit peu justement l'inflammation au niveau de l'intestin. Que ce soit d'ailleurs au niveau vraiment du rectum, qu'on peut mettre en suppositoire, ou alors vraiment qu'on prend par la bouche si l'atteinte elle est plus large. Si ce n'est pas suffisant, eh bien, on va utiliser des traitements plus costauds. Mais je fais un petit retour en arrière. Je parlais d'anti-inflammatoire, une classe particulière. Il y a aussi un autre anti-inflammatoire qu'on peut utiliser qui est vraiment, pouf, une genre de petite bombe atomique, hein, très efficace, mais avec les conséquences qui vont avec, c'est les corticoïdes. Ça, on peut les utiliser, mais on préfère utiliser sur des périodes courtes et on espère ne pas l'utiliser trop souvent parce que les corticoïdes, c'est très efficace, mais ça amène à beaucoup d'effets indésirables. Et je pense que ça fera le sujet d'une prochaine vidéo spéciale corticoïdes parce que les corticoïdes, c'est vraiment un médicament incroyable. Ça marche du tonnerre sur pas mal de choses. Le problème, c'est quand l'utilisation se prolonge. Et là, vraiment, ça amène à des sacrés problèmes. Mais des fois, on n'a pas trop le choix. Donc, très bonne idée de vidéo. Hein, j'ai tilté. On va faire une vidéo, je pense, corticoïde. Après, dans les médicaments un petit peu plus costauds, eh bien, je vous ai dit, on avait un emballement du système immunitaire, etc. On va jouer aussi là-dessus avec des immunosuppresseurs, immunomodulateurs. Mais là, on passe à un cran au-dessus, quoi. Si on a besoin de ce traitement, bon, on va le mettre, mais voilà, pareil, c'est un médicament qui va être efficace sur un petit peu, entre guillemets, les causes de la maladie, mais il amène aussi à beaucoup d'effets indésirables parce que si vous baissez l'immunité pour calmer un petit peu là, ok, mais vous baissez un peu l'immunité partout. Donc vous êtes sujet aussi à faire des infections, peut-être des choses comme ça. Il y a des nouveaux traitements qui sont arrivés aussi, qui sont les biothérapies. Peut-être un petit peu complexe d'expliquer, mais c'est des histoires d'anticorps, etc. C'est efficace aussi, mais pareil, c'est un petit peu, comme je l'ai dit, des genres de bombes atomiques, ça marche très bien, mais il faut faire la balance parce que ça peut amener aussi à beaucoup d'effets indésirables que je pourrais justement évoquer dans d'autres vidéos. Faites-moi savoir un petit peu en commentaire si ça vous intéresse. Je réfléchis. Ah oui, on peut parler aussi de la chirurgie. Est-ce que la chirurgie a sa place dans cette maladie? Eh bien, on va dire qu'il y a quand même 1 à 2 personnes sur 10, oui, c'est ça, qui sera amené peut-être un jour à faire une opération. On va dire à peu près 15%. Donc, où on va enlever une partie justement du côlon qui est très très inflammée et qui est la source justement de la plupart des symptômes. Après, les techniques de chirurgie, ça reste quelque chose de vraiment très spécialisé. Je ne serai pas à même de vous expliquer un petit peu, mais en gros, le principe, c'est d'enlever le morceau qui pose problème.
Et vous imaginez bien, on a été conçu d'une certaine manière. Si on enlève une partie, ça amène aussi parfois à des petits soucis. Donc, mais voilà, pareil. Il faut faire un petit peu la balance. Si vraiment la rectocolite hémorragique est grande source de handicap dans la vie, que les traitements médicamenteux sont pas trop efficaces, que vous êtes à risque de faire des perforations, qu'on voit qu'à l'endoscopie, il y a des choses qui peuvent faire penser que vous allez développer des cancers. Bon, au bout d'un moment, on se dit, on va pas laisser les choses comme ça, faut couper. Donc, on peut être amené à ce stade où on va se dire, on enlève un morceau. Voilà, franchement, je pense avoir fait le cheminement jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'au traitement. Je réfléchis s'il y a des choses que je voulais évoquer mais que j'ai oubliées. Je ne pense pas. Cette vidéo m'a fait penser qu'il serait intéressant de faire une vidéo sur les corticoïdes. Donc faites-moi savoir un petit peu en commentaire si ça vous intéresse. J'espère que vous aurez appris des choses parce que comme je vous ai dit, rectocolite hémorragique, peut-être que ça ne vous parlait pas, peut-être que vous n'en avez jamais entendu parler. Mais quand même, une personne sur 1000, bon, c'est pas rien. C'est pas rien du tout, hein. Comme je vous ai dit, vous prenez un Zénith, ça fait 5 personnes dans la salle qui ont ça. Vous prenez une ville de 100 000 habitants, ça en fait 100. Bon, c'est pas rien du tout, hein. Vous prenez une grande ville comme Paris, ça vous fait du monde. Enfin bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Faites aussi peut-être vos suggestions si vous avez des idées sur une prochaine vidéo que vous voulez justement que je fasse. Et puis moi, qu'est-ce que j'ai à vous dire si ce n'est prenez soin de vous, prenez soin de votre santé et je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.